Merci, on va pouvoir enchaîner sur la présentation suivante du professeur Jean-Luc Ménardi, qui est microbiologiste à Paris et qui va parler des perspectives thérapeutiques sur Mycobacterium abscessus. Merci aux organisateurs de me permettre de parler donc de Mycobacterium abscessus sur le volet optimisation de la prise en charge basé sur des associations de bêta-lactamine et d'inhibiteurs de bêta-lactamase. Donc voici mes conflits d'intérêts. Donc Mycobacterium abscessus, c'est une mycobactérie non tuberculeuse qui est la plus fréquente des bactéries à croissance rapide, responsable d'infections pulmonaires, et on distingue trois sous-espèces, l'espèce abscessus sensu stricto, Mycobacterium abscessus bollettii et Massiliense. Et cette bactérie a la particularité de se présenter sous deux morphotypes. Le premier morphotype qu'on dit S pour smooth, vous voyez l'aspect macroscopique ici, et après une phase de transition apparaît la forme ROF pour R, et cette forme est particulièrement responsable de la virulence de l'infection aiguë et avec la formation de cordes qui empêchent la bactérie d'être phagocytée. Alors, quand on parle d'infection abscessus dans le monde de la mucoviscidose, c'est une bactérie qu'on rencontre heureusement assez rarement puisque les derniers chiffres du registre, c'était 1% en 2023. Alors, il y a des chiffres un peu différents au niveau, par exemple, des États-Unis, qui montent à 4,2%, et dans certains centres européens, quand on regarde aussi le registre européen, on peut monter jusqu'à 11%. Alors, c'est une bactérie qui est rare, mais dont le traitement est particulièrement complexe. Pourquoi? Parce que c'est une mycobactérie qui est résistante à une grande quantité d'antibiotiques, et en particulier aux antituberculeux. Si bien que même en 2000, encore en 2025, le traitement à utiliser, quelles sont les drogues à utiliser, quels sont le régime à utiliser, quelle est la durée de la thérapie reste un peu inconnu. Et je vous ai mis ici ce qui est recommandé par la Société européenne de la mucoviscidose ainsi que la Société américaine, qui est l'utilisation en phase aiguë qui dure environ 3 mois d'une quadrithérapie qui comprend un macrolide, l'imipenem sur lequel je vais revenir, donc qui est une bêta-lactamine, l'amicacine et la tigecycline. Et après cette phase aiguë, il est recommandé de faire une phase d'entretien qui dure plusieurs mois. Et en dépit de ce traitement qui repose sur des antibiothérapie multiples, prolongées, on sait que la guérison est environ de l'ordre que de 50%, si on parle de conversion, sur l'absence de mycobactéries retrouvées en microbiologie. Si en plus de ça, la Mycobacterium abscessus est résistant à un des traitements qui est les macrolides, on tombe à 34%, et dans le monde de la mucoviscidose, des infections à mycobactéries, on s'accorde à penser qu'il faut travailler sur des nouvelles options thérapeutiques. Alors nous, on travaille depuis pas mal d'années sur la résistance au bêta-lactamine, et en fait, Mycobacterium abscessus produit naturellement une bêta-lactamase qui s'appelle Blamab, et c'est une bêta-lactamase à large spectre. Et quand on regarde un peu son profil d'hydrolyse, eh bien, on voit que c'est une bêta-lactamase qui hydrolyse particulièrement bien l'amoxicilline, qui n'hydrolyse pas la céfoxytine et qui hydrolyse modérément l'imipenem. Et donc, on pense qu'il y a moyen d'améliorer en particulier le traitement qui repose sur l'imipenem par l'utilisation d'inhibiteurs de bêta-lactamase, bien qu'à ce jour, il n'y a pas de recommandation officielle d'associer l'imipenem avec un inhibiteur de bêta-lactamase. Alors, quand on parle inhibiteurs de bêta-lactamase, il y a ceux que vous connaissez parfaitement bien, que sont les inhibiteurs dits de première génération, comme l'acide clavulanique, et puis il y a des inhibiteurs qui sont apparus récemment, que sont le chef de file qui est l'avibactam, qui fait partie de la famille des diacyclo-bicyclooctanes, encore appelé DBO pour simplifier le terme.
En fait, on a travaillé pas mal sur cette inhibition de la bêta-lactamase de Blamab et on a eu la surprise de voir que premièrement, les inhibiteurs de première génération comme l'acide clavulanique ne sont pas des inhibiteurs de la bêta-lactamase Blamab et au contraire sont même hydrolysés par cette bêta-lactamase et que à l'inverse, l'avibactam est un très très bon inhibiteur de la bêta-lactamase et quand on regarde des paramètres d'inhibition en cinétique, on voit que le rapport K2 sur KI est vraiment important, c'est qui tend à montrer que l'avibactam est un très bon inhibiteur de la bêta-lactamase Blamab avec environ 10 puissance 5 de ce rapport K2 sur KI. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'aspect in vitro? Eh bien, sur l'aspect in vitro, quand on ne combine pas les bêta-lactamines avec l'avibactam, eh bien, vous voyez que l'amoxicilline ici est un très bon substrat puisque les CMI sont supérieurs à 256 mg par litre. La ceftazidime ici, 256, n'a aucune activité sur Mycobacterium abscessus. À l'inverse, l'imipenem et la bêta-lactamine qui a les CMI les plus basses, avec des CMI aux alentours de 4 mg par litre. Et quand on combine ces bêta-lactamines avec des inhibiteurs comme l'avibactam, vous voyez qu'on a une réduction drastique du niveau de CMI, puisqu'on passe pour l'amoxicilline à 8, et pour l'imipenem, on gagne une dilution. Donc l'inhibition de la bêta-lactamase qu'on a vu en termes de cinétique a une relevance en termes d'activité intrinsèque. La problématique de l'avibactam, vous le savez, c'est que cet antibiotique est développé en association avec la ceftazidime qui n'a pas d'activité, comme vous le voyez sur ce dispositif, sur Mycobacterium abscessus. Alors cependant, on a continué à travailler sur l'avibactam et on a pu montrer dans le modèle de macrophages infectés, parce que les mycobactéries, ça vient à l'intérieur des cellules, à l'intérieur des macrophages, que lorsqu'on combine l'imipenem ici avec l'avibactam, eh bien, on a un effet qui tue les bactéries en intracellulaire, alors que l'imipenem seul, représenté ici, simplement arrête la croissance en intracellulaire. Et avec Laurent Kremer, qui a développé le modèle de poisson zèbre infecté à abscessus, on a pu montrer que ici vous avez les poissons zèbres non traités, qui meurent quasiment tous. Ici, vous avez l'imipenem avec à peu près 40% de survie. Et quand on combine imipenem plus avibactam, on monte à peu près à 70% de survie dans ce modèle in vivo de poisson zèbre. Alors, comme on l'a vu sur le topo précédent, on a d'autres inhibiteurs qui appartiennent à cette grande famille des DBO. Donc, je vous ai parlé de l'avibactam qui est vraiment le chef de file. Et puis, on a d'autres DBO, et en particulier, on a le rolebactam. Et puis, il y a d'autres inhibiteurs de seconde génération qui ne sont pas des DBO, comme les boronates, dont le chef de file est le vaborbactam, qui est combiné avec le méropenem. Et en fait, l'avantage du rolebactam, c'est qu'il est développé avec quoi? Il est développé avec l'imipenem. Et l'imipenem, c'est la bêta-lactamine recommandée dans le traitement des infections à abscessus. Et donc, nous, on a regardé l'activité donc de l'association imipenem-rolebactam en comparaison avec l'association imipenem-avibactam. Donc, vous avez ici le niveau de CMI de l'imipenem seul, qui est à 8, plus associé au rolebactam, on gagne une dilution à 4 mg par litre, et ça fait un tout petit peu moins bien que l'association imipenem-avibactam en termes de CMI. Alors pourquoi c'est possiblement les CMI sont un peu plus élevés, toujours en étudiant les paramètres cinétiques d'inhibition de la bêta-lactamase Blamab, on a vu que l'avibactam est à peu près 150 fois moins active que l'avibactam pour inhiber la bêta-lactamase Blamab. Cependant, quand on regarde ce qui se passe en intracellulaire, vous avez ici en jaune orangé l'association imipenem-rolebactam et en vert l'association imipenem-avibactam et en bleu l'imipenem. On confirme que lorsqu'on associe avec des DBO, on a un effet de tuerie intracellulaire et il n'y avait pas de différence significative dans ce modèle de macrophage infecté entre imipenem-avibactam et imipenem-rolebactam. Alors on a également évaluer l'association méropenem-vaborbactam et en fait de manière intrinsèque le méropenem est moins actif que l'imipenem puisque vous voyez que les CMI sont à 16 pour le méropenem et à 4 pour l'imipenem,
mais le vaborbactam est un bon inhibiteur de la bêta-lactamase BLAMAB, puisqu'on passe de 16 à 8 pour méropenem Vabor ou versus 4 pour méropenem AVI. Et en fait, en termes d'inhibition de la bêta-lactamase BLAMAB, le vaborbactam se situe entre les deux, puisque vous voyez que le rapport K2 sur Ki est à 10 puissance 4, 10 puissance 5 pour la vibactam et 10 puissance 2 pour le relebactam. Donc le vaborbactam est un bon inhibiteur de la bêta-lactamase BLAMAB. Alors le petit bémol, c'est l'activité intracellulaire, puisque quand on regarde ce qui se passe en intracellulaire pour le méropenem, associé ou non avec le vaborbactam, eh bien là on a simplement un arrêt relativement modeste de la croissance bactérienne, alors que rappelez-vous ce que je vous ai montré, quand on associe l'imipenem relebactam par exemple ou l'imipenem avibactam, on a un vrai killing intracellulaire. Alors l'autre question qu'on s'est posée tout à fait récemment, de manière très schématique, vous avez ici la représentation de la synthèse de la paroi, d'un constituant essentiel de la paroi des bactéries qu'on appelle le peptidoglycane, et en fait chez les mycobactéries, la particularité, c'est qu'il y a deux voies de synthèse. La première voie de synthèse, c'est médiée par ce qu'on appelle les protéines de liaison à la pénicilline, qui sont les cibles des bêta-lactamines, de la majorité des bêta-lactamines, et cette voie est inhibée par la majorité des bêta-lactamines. En fait, chez les mycobactéries, et tuberculosis inclus, on a une autre voie de synthèse, qu'on appelle la voie de synthèse de LD-transpeptidase, qu'on a décrite au laboratoire, et qui n'est inhibée que par une seule classe de bêta-lactamines, que sont les carbapénèmes. Et en fait, chez les mycobactéries, cette voie de synthèse de LD-transpeptidation est majoritaire, puisque vous voyez, ça assure 80% des formations des ponts interpeptidiques versus 20% pour les protéines de liaison à la pénicilline. Et la question qu'on s'est posée, c'est si on associe des bêta-lactamines qui agissent sur les deux voies différentes, est-ce qu'on pourrait avoir un effet synergique? Donc, une bêta-lactamine choisie, c'est l'amoxicilline, que vous connaissez parfaitement, qui inhibe parfaitement bien les voies médiées par les PLP. Et puis, bien entendu, l'imipenem, parce que comme je vous l'ai dit, les carbapénèmes sont les seules bêta-lactamines qui inhibent la voie de LD-transpeptidation chez les mycobactéries. Et donc ça, c'est un travail de mon étudiante en thèse, donc de Maria Bittard, qui vient d'être acceptée pour publication. Et en fait, on a regardé si les combinaisons de bêta-lactamines en présence de relebactam. Bien entendu, il faut du relebactam, parce que sinon, l'amoxicilline, vous l'avez vu, va être hydrolysée, donc non actif. Alors, quand on regarde le niveau de CMI, on voit que, bon, pas de surprise, l'amox seul n'est pas actif. Quand on combine avec le relebactam, on a un gain puisque les CMI tombent à 64 mg par litre. Et quand on combine 1 mg d'imipenem, de l'amoxicilline et du relebactam, on a des niveaux de CMI qui sont à 1 mg par litre, donc une perte de 64 fois de niveau de CMI par rapport à amox rele. Et pour l'imipenem, seul c'est 8, en présence de relebactam c'est 4, et quand on combine 4 d'amoxicilline, eh bien on a les CMI de cette triple combinaison qui tombent à 1 pour l'imipenem. Et cet effet, synergique a été confirmé par une autre technique qu'on appelle la technique de l'échiquier, avec le Fick index à 0,31, témoignant d'un effet synergique. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur les souches cliniques? Eh bien, sur les souches cliniques, dans la sous-espèce abscessus, on a exactement le même niveau de CMI que sur la souche de référence que je vous ai montré sur la diapositive précédente. On conserve une synergie sur les souches de Bolletei et de Massiliense. La seule chose à noter, c'est que sur l'espèce Bolletei et un peu Massiliense, eh bien, le niveau de CMI de l'amoxicilline en combinaison avec l'imipenem et le relebactam est plus élevé que sur la sous-espèce abscessus. Est-ce que ces triples associations apportent un plus en termes de bactéricidie? Donc là, on a regardé différents types de combinaisons. Eh bien, vous voyez que la seule combinaison qui entraîne un effet bactéricide avec une diminution de 4,3 log en termes de cinétique de bactéricidie par rapport à l'inoculum de départ, c'est la triple association qui contient imipenem, amoxicilline et relebactam. Qu'est-ce qu'il en est dans le modèle de macrophage infecté? Donc vous avez ici l'imipenem seul, l'imipenem plus relebactam et la triple association qui entraîne un killing de 82%, en sachant que sur le plan statistique, cette triple association n'est pas significativement différente de l'association imipenem 32, relebactam 16.
avec Jean-Louis Herman et Vincent Lemoyne, qui ont développé un modèle d'infection de souris à Mycobacterium abscessus, on a voulu tester l'apport de cette triple association, voire de la double association imipenem-relebactam dans le modèle souris, soit sur des traitements de 5 jours, soit sur des traitements plus prolongés de 10 jours. Et ceci, ensuite, on regarde l'effet dans 4 organes que sont le poumon, les reins, la rate et le foie. Eh bien, quand on regarde ce qui se passe quand on regarde ce qui se passe dans le poumon, qui est quand même l'organe cible des infections à abscessus, en particulier chez les patients atteints de mucoviscidose, je vous ai mis ici des flèches. La flèche ici, c'est l'association imipenem-relebactam qui, dans le poumon, fait mieux que l'imipenem seul, que ce soit un traitement de 5 jours ou un traitement plus prolongé. En ce qui concerne la triple association, il n'y avait pas de différence au niveau du poumon. Le seul gain qu'on avait, c'est dans la rate sur des traitements longs et dans les reins sur des traitements courts par rapport à l'association imipenem-relebactam. Et là, je vous montre l'aspect macroscopique des reins. Donc ici, vous avez les contrôles. Ici, vous avez amox releu. Ici, vous avez le releu seul. Et vous voyez ici la formation de multiples abcès que l'on voit sur l'aspect macroscopique, au niveau du contrôle, au niveau de amox releu ou au niveau du relebactam seul. Et en fait, l'imipenem releu ou la triple association, en fait, protège cette formation d'abcès des reins au niveau donc des animaux. Alors, un point aussi important, si on reprend notre schéma de synthèse du peptidoglycane, eh bien, on s'est posé la question de savoir si ces nouveaux DBO pouvaient aussi avoir une activité intrinsèque sur en particulier la voie de LD transpeptidation, en particulier les LD transpeptidases. Et avec nos collègues chimistes qui ont développé des molécules de synthèse de DBO, en prenant par exemple l'avibactam, en prenant une LD transpeptidase modèle, qui est celle de tuberculosis, eh bien on peut voir que lorsqu'on associe l'avibactam avec cette LD transpeptidase, on entraîne une inhibition de son activité qui est concentration dépendante par l'avibactam. Donc les DBO en soi ont une activité intrinsèque, ils n'ont pas qu'une activité d'inhibiteur de bêta-lactamase, mais ils ont aussi une activité intrinsèque sur certaines enzymes de synthèse du peptidoglycane. Alors en conclusion, donc l'avibactam, le relebactam améliore, et puis les autres DBO améliorent l'activité de l'imipenem contre la bêta-lactamase blamab, à la fois en termes d'inhibition in vitro, d'activité dans le macrophage et dans les modèles animaux. Et la question que l'on pourrait poser, c'est ne faut-il pas positionner, dans la mesure où l'imipenem est positionné de première intention, ne faut-il pas positionner imipenem relebactam de première intention par rapport à l'imipenem seul? C'est une question qui est ouverte. La triple association est synergique in vitro et effective in vivo contre Mycobacterium abscessus. Et comme ces drogues sont disponibles, parce que c'est du repositionnement de molécules, imipenem relebactam, eh bien je pense que c'est intéressant de les évaluer chez les patients atteints de mucoviscidose infectés à Mycobacterium abscessus. Et puis il y a tout un pan, à mon avis aussi très intéressant, d'optimisation des DBO en termes d'antibiotiques qui va cibler les enzymes de synthèse du peptidoglycane. Alors avant de tout conclure, avec Sabine Duchâtelet de vaincre la mucoviscidose, on avait prévu de vous faire 4 questions interactives, mais je crois que donc il n'y a pas de réseau, donc on va le faire un peu à l'ancienne. Donc on va vous poser 4 questions et on va compter le nombre de mains qui vont se lever. Donc la première question, Sabine. Oui, dans la première question, c'est de savoir si vous suiviez des patients qui présentaient une infection à Mycobacterium abscessus. Donc si oui, vous pouvez lever la main. Oui, comme ça, je vois pas très bien, mais c'est une trentaine de mains qui se sont levées. Ensuite, est-ce que ces patients ont ou sont traités pour cette infection? Je pense à peu près pareil. Il y a peut-être certains patients qui sont colonisés non traités. Y a-t-il des patients colonisés non traités? Ah oui. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, une quinzaine. Donc pour ceux qui ont été traités, est-ce qu'une combinaison de bêta-lactamine inhibiteur de bêta-lactamase a-t-elle été utilisée?
1, 2, 3. C'est ça, 3? 3. Laquelle? Parce qu'il y en a 3, donc on peut... Oui, ça je sais. Natacha, je sais, merci. Les autres? Les autres? Pardon? Imipedem relebactam? D'accord. Et la troisième, je crois qu'il y avait une troisième main? Non? Avec? Ok. Mais merci beaucoup. Et dernière question. Et donc, avant la présentation de Jean-Luc, là, est-ce que vous aviez connaissance de l'efficacité, du coup, d'au moins de la bithérapie? 3, 4, 5, 6. Ben voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Dernier point, avant de conclure, dernier point, donc on a pensé justement au regard à ce que je viens de vous dire, qu'il serait important de faire un peu une mise au point en 2025 de la prise en charge des infections à Mycobacterium abscessus. Alors je vous ai mis ici le nombre de publications sur abscessus qui est en train d'augmenter de manière très importante quand on regarde ce qui se passe sur PubMed. Et donc, avec Vaincre la mucoviscidose, avec une enquête qui a été présentée au CMM, donc on a élaboré alors avec Geneviève Iré-Arnaud, Jean-Louis Herman et Benoît Douvry qui est là, je crois, un questionnaire. Et on vous propose, bien entendu, sur la base du volontariat, mais on espère qu'il y aura plein de volontaires, de remplir ce questionnaire. Vous avez ici le QR code que vous pouvez flasher, je ne sais pas si vous arrivez à le flasher, qui nous permettra de voir un peu l'état des lieux sur la prise en charge des infections abscessus et avec des questions en particulier sur l'utilisation de ces inhibiteurs. Et juste pour finir, je voudrais remercier bien entendu l'ensemble de l'équipe de recherche, en particulier les 3 étudiantes en thèse qui ont travaillé sur cette thématique, l'équipe de Jean-Louis Herman sur la coopération du modèle murin, Laurent Kremer à Montpellier sur l'aspect zebrafish, et puis nos collègues chimistes. Et bien entendu, je voudrais remercier particulièrement Vaincre la mucoviscidose et l'association Grégory Le Marchal qui, depuis plus de 10 ans, soutient cette recherche. Merci beaucoup. Merci oui, beaucoup. Pierre-Régis. Avant de te poser une question, Oui. je vais faire un commentaire et poursuivre le sondage. Le commentaire, c'est que, vu la difficulté du traitement d'abscessus, la durée, les effets secondaires des médicaments, la complexité que tu citais de la polychimiothérapie, etc., c'est quand même quelque chose qu'on traite, contraint et forcé. Et très souvent, avant, ce qui nous poussait à traiter les malades, c'était une dégradation importante qui allait aller vers une transplantation pulmonaire qu'on avait du mal à envisager sans un traitement. Et donc là, quand vous avez levé la main tout à l'heure sur qui traite de l'abscessus, moi je vais poser une question différente. Qui a traité de l'abscessus dans la dernière année? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou une dizaine à peu près, je pense. D'accord, donc c'est 3 fois moins que ceux qui avaient traité de l'abscessus. À peu près. Puisqu'on avait dit 30, parce que quand même on en traite beaucoup moins depuis les modulateurs. Non pas que les abscessus ont forcément disparu, mais on a moins de problèmes cliniques et donc moins de velléité d'imposer le traitement à des malades qui vont aussi être moins enclins à l'accepter. Et derrière ma question, l'amoxicilline, 3 grammes, ça suffit ou il faut faire plus? Je pense que sur l'aspect pharmacocinétique, pharmacologique, je pense qu'il faut faire plus que 3 grammes d'amox. Alors l'avantage de l'amox, c'est justement par rapport à imipellem brûleux, par rapport à ceftaroline, c'est une forme orale. Voilà. Et donc, dans mon expérience un peu haute, qui est celle des endocardites infectieuses, c'est minimum 6 grammes d'amoxicilline. Donc je pense qu'il faut faire entre 6 et 8 grammes d'amoxicilline, mais pas 3 grammes. Pour un abscessus, oui, oui. Ah oui, un adulte, pardon. Oui, pardon. D'autres questions? Merci beaucoup.